Rebonjour, alors on continue sur le déballage de la boîte Le Cercle Brisé avec ce coup-ci les cartes de la classe survivant. Comme d'habitude, on commence par l'investigateur, l'investigatrice là en l'occurrence, Rita Young l'athlète, qui est miskatonique. Alors une volonté de 3, une intelligence de 2, une force de 3 et une agilité de 5. Une santé de 9, une santé mentale de 5. Réaction, après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite d'une fois par round. Signe des anciens, plus 2, jusqu'à la fin du round, ignorez la limite de la capacité de réaction ci-dessus. Donc, alors, tout d'abord, elle a un total de caractéristiques de 13, la norme c'est 12, santé plus santé mentale 14, ok, classique, 9 et 5, pour un investigateur plus physique, c'est pas la première fois, c'est le cas aussi de Roland Banks. Volonté de 3, c'est la moyenne, intelligence de 2, bon, il faudra trouver autre chose pour enquêter. Force de 3, c'est dans la moyenne. Agilité de 5, c'est très bon. Construction de deck. 30 cartes. Carte survivant de niveau 0 à 5. Carte neutre de niveau 0 à 5. Carte russe de niveau 0 à 3. Exigence de deck. Je ne fuirai plus. Silhouette encapuchonnée. Une faiblesse de base au hasard. Pardon, je vais peut-être d'abord commenter sa carte investigatrice. Elle a une très bonne agilité. Du coup, normalement, elle doit pouvoir facilement échapper aux ennemis. Et après avoir échappé à un ennemi, elle va lui infliger un dégât ou se déplacer vers un lieu connexe. Mais une seule fois par round, à moins d'avoir son signe des anciens. Échapper aux ennemis, ça peut être une technique plutôt que de les combattre. Bon, moi, la plupart du temps, c'est vrai que j'ai pas encore fait la campagne La Civilisation Oubliée. J'ai fait la boîte de base, j'ai fait Dunwich, j'ai fait Carcosa. J'ai plutôt tendance à tuer les ennemis, éventuellement à temporiser le moment où je les tue. Je ne suis pas... J'ai pas d'expérience dans le mécanisme, j'échappe plutôt combattre. Je pense que je serais bien forcé d'y avoir recours dans La Civilisation Oubliée. Mais là, elle peut facilement échapper aux ennemis, et après avoir échappé à un ennemi, elle va lui infliger un dégât ou elle va se déplacer vers un lieu connexe. Ce qui veut dire qu'en fait, elle peut échapper à un ennemi et le blesser. Ça infliger un dégât, ça évite de faire une attaque, donc c'est un gain d'action. Bon, le truc, c'est qu'en général, quand on fait des attaques, on essaie d'infliger les dégâts 2 par 2. Et se déplacer vers un lieu connexe, c'est un gain d'action. Si l'ennemi... Pardon, je reprends. Si elle s'est déplacée, en plus, quand l'ennemi se redresse, il ne peut pas la réengager, vu qu'elle n'est plus dans le lieu. Donc ça va être intéressant, mais ça arrive qu'une fois par round. Alors, est-ce qu'elle va vraiment avoir besoin d'échapper à un ennemi plusieurs fois par round ? Ça dépendra du nombre d'ennemis, mais quand même, si elle commence à être encerclée, ça sera problématique. Son signe des anciens, plus 2. Plus 2, c'est beaucoup. De mémoire, il y a Séphina Rousseau qui donne aussi plus 2, de mémoire. Moi, je m'attends toujours quand je pioche un jeton à avoir un modificateur négatif. C'est toujours une bonne surprise quand c'est un 0 ou un plus 1, mais je ne compte jamais là-dessus pour réussir. Voilà. Normalement, si je veux réussir un test, si je me dis je me donne les moyens de réussir un test, j'ai pas besoin d'avoir un plus 2. Alors, il y a certains cas où la différence entre ce qui est nécessaire et la réussite va apporter un bénéfice. Par exemple, chez les gardiens, il y a le fusil de chasse, un dégât par point de réussite. Il y a une carte glyphe archaïque. Il y a évidemment tout l'archétype réussite par 2 ou plus. Mais donc là, son plus 2, oui, ça veut dire que parfois je me dirais je fais le test parce qu'il faut le faire, mais je réussirai pas, je pioche le plus 2,
contrairement à ce que je pensais, je réussis. J'étais persuadé de perdre, par exemple parce qu'il faut synthèse de difficulté 5 et je fais avec une compétence de 4, je pioche mon jeton, j'ai un +2, bon ben je m'y attendais pas, mais c'est réussi. Jusqu'à la fin du tour, ignorer la limite de capacité de la réaction, bof. Le truc c'est que le signe des anciens, on va le piocher pendant la phase de mythe, pendant la première, deuxième, troisième action de la phase d'investigateur. Et on va donc pas pouvoir... si on le pioche, ça sera la surprise. On peut pas se dire, ce coup-ci, je peux échapper. Enfin, pas échapper, mais je peux 3 fois blesser un ennemi dont je me suis échappé. On peut pas prévoir. On se dit, mince, je vais avoir ma capacité qu'une fois. On fait son premier test d'évasion. Ah, ben finalement, je pourrais encore la faire 2 fois. Donc, bon, c'est pas... Le faire une fois, quand on fera sa capacité, ça sera intéressant, mais ça limite de ne pas pouvoir prévoir à l'avance. Ça limite quand même de ne pas pouvoir prévoir à l'avance quand est-ce qu'on pourra gérer un ennemi, quand est-ce qu'on pourra en gérer 2. Voilà. Donc, en partant de là, moi, pour le moment, je suis pas attiré. Alors, je ne fuirai plus. C'est un événement, coûte 0, icône force, agilité et libre, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, redressez et engagez tous les ennemis dans votre lieu. Pour le reste du tour, chaque fois que vous échappez à un ennemi, vous avez le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner et de vous désengager de lui. Tous les autres effets de l'évasion réussie s'appliquent toujours. Donc, vous redressez tous les ennemis du lieu. Par exemple, ceux auxquels on vient d'échapper. Ils sont... Voilà, donc on les redresse, on les engage, et pour le reste du tour, chaque fois qu'on va réussir une évasion contre un ennemi, on a le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner. Donc en fait, vous transformez votre évasion en une forme de combat. Mais vous n'évadez plus. C'est-à-dire que, mettons que vous avez fait... Je reprends. À partir du moment où vous jouez cette carte, toutes vos actions, ça va pouvoir être j'échappe à cet ennemi, mais je l'incline pas, je lui inflige un dégât à la place et je reste engagé avec lui. Dans un tour, vous avez 3 actions. Il est quand même assez probable qu'il y ait une action qui vous ait amené à être engagé avec un ennemi, ou une action qui vous ait amené à être dans le même lieu qu'un ennemi. Donc il va vous rester 2 actions. Du coup, vous allez probablement avoir le droit de faire 2 évasions. Donc, vous avez la possibilité de faire 2 points de dégâts en testant votre agilité plutôt qu'en testant votre force. Dit comme ça, moi je trouve, comme ça à première vue, rien que la carte en elle-même, je trouve ça assez faible. Vous allez faire des tests avec une compétence de base de 5 au lieu de faire des tests avec une compétence de base de 3. Vous allez infliger les dégâts un par un et les ennemis sont redressés. C'est-à-dire que si vous utilisez une action pour entrer dans le lieu, ensuite vous jouez ça, vous redressez votre ennemi, vous essayez une première évasion, vous lui infligez un dégât, deuxième évasion, vous lui infligez un deuxième dégât. S'il n'est pas mort, il vous attaque pendant la phase d'ennemi. Ou alors, il a 2 points de vie, ou plus que 2 points de vie restants. Vous dites je réussis 2 évasions et c'est fait. Vous ratez la deuxième, et ben il va attaquer. Donc j'ai un peu du mal à voir. C'est vrai que je ne me suis pas encore penché sur la question, mais j'ai du mal à voir comment il va falloir faire comboter ça pour que ça soit bien efficace. Est-ce qu'il faudra utiliser la carte conseil pour que ce tour-ci, Rita ait
plus de 3 actions. Je sais pas trop. Bon. À voir à l'usage, à voir si un jour je décide de faire un deck Rita. Silhouette encapuchonnée, neutre. Ennemi, faiblesse, humanoïde cultiste. 3 de combat, 3 de santé, 3 d'évasion. Proie. Donc Rita Young uniquement. 1 dégât, 1 d'horreur. Forcée, après que vous avez échappé aux silhouettes encapuchonnées, elle vous attaque. Autrement dit, vous ne voulez pas leur échapper. C'est quand même assez... C'est assez pénible, je trouve. On a une investigatrice qui a des capacités telles qu'on se dit, je vais essayer de transformer une partie de mes évasions en dégâts. Et là, on a une faiblesse qui dit, si vous échappez à cet ennemi, il vous attaque tout de suite. Vous prenez 1 dégât et 1 d'horreur. 3 points de vie, c'est aussi le truc pénible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une attaque, il faudra 2 attaques. À côté de ça, c'est seulement un ennemi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de si l'enjeu à la fin de la partie vous subissez un trauma, il n'y a pas de le remélanger dans son deck. Il n'y a même pas d'interdiction de faire des évasions. Non, il y a seulement le fait que si on lui échappe, on subit une attaque. Donc je pense que ça veut dire qu'il faudra combattre. On pourra pas dire la faiblesse de Rita Young, elle la combattra en lui échappant. Éventuellement, elle lui échappe une fois, elle se prend une attaque en retour, et ensuite il faudra utiliser du combat. Donc je sais pas, évasion plus un coup de hache à incendie, peut-être, ou 2 coups de hache à incendie, ou une carte attaque qui utilise l'agilité. Voilà. Alors, la construction de deck, toutes les cartes survivantes, toutes les cartes neutres et les cartes ruses de niveau 0 à 3. Alors, les cartes ruses, comme d'habitude, je vais pas commenter celles qui sont en survivant, vu qu'elle peut déjà les inclure en tant que carte survivant. Persuasion. Chercheur, événement qui coûte 2. Perspicacité et ruse. Discussion. Choisissez un ennemi humanoïde non faiblesse dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de 3. La difficulté de ce test augmente de plus X, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, mélangez l'ennemi choisi dans le deck de rencontre. Si c'est un ennemi élite, échappez-lui automatiquement à la place. Alors, il faut faire un test d'intelligence de 3. Elle a de base 2. Ce niveau de difficulté augmente avec la valeur d'horreur de l'ennemi. Donc ça sera en fait un test de difficulté 4 ou 5. Et elle a 2. Donc déjà, elle aura énormément de mal à réussir le test. En cas de réussite, on mélange l'ennemi choisi dans le deck de rencontre, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse, et s'il est élite, on lui échappe automatiquement. Oui, sauf que s'il s'agit d'échapper à un ennemi, Rita, elle fait un test. Là, imaginons c'est un ennemi élite, il va falloir qu'elle fasse un test d'intelligence de 5, c'est-à-dire, je repars toujours dans mon idée que on veut être à 2 au-dessus de la difficulté. On veut être à 2 au-dessus de la difficulté, c'est-à-dire qu'elle veut faire le test avec une valeur de compétence de 7 et elle part de 2. Donc il faudra qu'elle se donne plus 5. C'est complètement impossible. Enfin, c'est toujours possible, mais complètement irréaliste. Donc différentes cartes survivantes. Truand, occupe-toi de celui-là. Événement, coût 0, icône d'intelligence et d'agilité. Rapide, à jouer après que vous avez pioché une carte rencontre non péril, mais avant d'avoir résolu ses effets.
Choisissez un autre investigateur, il est considéré comme ayant pioché cette carte rencontre à votre place, gagnez une ressource. Autrement dit, vous piochez une carte rencontre non péril, donc ça pourrait être une traîtrise non péril, ça pourrait être un ennemi, et on dit à un autre investigateur, tiens, tu t'en débrouilles. Si c'est un ennemi, ben Rita, elle peut lui échapper à cet ennemi. Si c'est un test d'agilité, elle peut le faire. Alors, par contre, si c'est un ennemi qu'il faut combattre, si c'est un ennemi soit qui donne des points de victoire, soit qui est chasseur, peut-être qu'on va vouloir le donner au combattant, si Rita n'est pas le combattant. Si il faut tester, mettons, l'intelligence, oui, elle va le donner à quelqu'un d'autre. S'il faut tester la volonté qui a un mystique à la table, elle va l'utiliser. Donc c'est une carte qui dépendra. Alors déjà, bien sûr, on ne la joue pas en solo. Et si on est en duo, bah, ça dépendra quel est le rôle de Rita. Si c'est Rita qui est censée s'occuper de tous les ennemis, ça diminue sacrément l'utilité de cette carte, je trouve. Je fiche le camp. Événement, coût 0, 2 icônes d'agilité. À jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Abandon, vous fichez le camp d'ici. Alors déjà, il y a 2 icônes d'agilité. Et Rita, je pense, voudra ne jamais manquer d'icônes d'agilité. Et c'est une carte dont le but principal, en dehors de ces 2 icônes-là, est de dire, à partir du moment où le scénario propose d'abandonner, sous certaines conditions, eh ben, moi j'ai la certitude d'abandonner. Ça, c'est une carte, moi, si je fais un deck truand et que je prends l'obol de Caron, ou l'obol pour Caron, je sais plus, j'inclus, je fiche le camp. Parce qu'avec l'obol de Caron, si je subis un traumatisme, je suis mort. Du coup, eh ben, mieux vaut partir que subir. Mais là, en l'occurrence, dans le deck de Rita, elle n'a pas spécialement besoin d'abandonner. Il y a les 2 icônes d'agilité qui sont bien, mais à part ça, bof. Enfin, bof. En tout cas, c'est pas particulièrement intéressant pour elle. Coup bas. Coup 2. Combattre. Ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Donc, c'est un combat, au lieu d'utiliser votre valeur de force de 3, vous utilisez une valeur de 8. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, donc c'est-à-dire réussite avec une différence de 2 ou plus, c'est-à-dire que, je reviens toujours sur mon idée, on a 8, on subit un -2, c'est-à-dire qu'on est à 6, et pour réussir avec 2 ou plus, il faut que la difficulté soit de 4. Donc un ennemi qui n'a pas une capacité de combat supérieure à 4. Ça en fait pas mal. On lui échappe automatiquement. Déjà, on fait le combat. C'est un combat, ça inflige un dégât. Si on réussit suffisamment, on lui échappe automatiquement. Il est incliné. On n'est plus engagé et on peut utiliser la capacité de Rita pour lui infliger un dégât sans avoir à faire de test, ou alors pour se déplacer. Donc si on est dans le cas d'un ennemi qui a, mettons, 4 de force, 2 points de vie, on utilise ça et normalement quand même on va l'achever en un coup. C'est sympathique pour l'aspect combat parce que c'est un combat avec 8 au lieu de 3, mais le problème c'est qu'on n'inflige qu'un seul dégât. Échapper automatiquement, il faut avoir une différence de 2 ou plus. Donc si on soustrait ces deux, ça veut dire qu'il faut réussir le combat à 6 contre la valeur de combat de l'ennemi. Est-ce que ça va souvent être plus intéressant qu'une évasion standard faite par Rita, où elle va faire 5 contre la capacité d'évasion du monstre?
Je suis pas convaincu. Rita est tellement bonne en évasion. Rita est tellement bonne en évasion que je suis pas. Oui, c'est sûr qu'on c'est en une action, on combat et on s'évade. Mais s'évader, elle le fait déjà, et le combat, c'est du bête combat sans bonus. Alors, gardez la tête froide. Événement, coup 1. Rapide à jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu. Déplacez-vous immédiatement dans un lieu connexe. L'ennemi est toujours généré dans le lieu où vous vous trouviez précédemment. Bon. Encore une fois, ça permet d'éviter les ennemis, mais Rita est assez bonne pour échapper aux ennemis. En plus, c'est en échappant aux ennemis qu'elle peut leur infliger des dégâts. Là, vous êtes dans le lieu A, l'ennemi devrait être généré dans le lieu A. Vous vous déplacez immédiatement dans le lieu B, l'ennemi se retrouve dans le lieu A. Si vous utilisez pas cette carte, vous êtes dans le lieu A. L'ennemi y est généré, il vous engage, vous faites une évasion. Si vous réussissez, soit vous lui infligez un dégât. Enfin, vous faites une évasion déjà, vous réussissez votre évasion, idéalement. Il est incliné dans le lieu. Et vous pouvez choisir de lui infliger un dégât ou de vous déplacer dans le lieu B. Bon, là, il faut payer et on n'a pas le choix de lui infliger un dégât. C'est forcément on se déplace. D'un autre côté, la capacité de Rita, on peut l'utiliser qu'une fois par tour. Oreille indiscrète. Événement, coup 1. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors, un ennemi non engagé dans votre lieu, elle lui échappe, et il n'est plus engagé. Le problème, c'est un test d'intelligence de X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi. Elle a que 2 en intelligence. Donc, si l'ennemi a 3 de valeur d'évasion, ça va être difficile. Il faudra qu'elle booste son intelligence si elle veut pouvoir, faire quelque chose. Se faufiler, événement, coup 2, échapper à. Ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Elle a une intelligence de 2, donc c'est pas un gros bonus. Et en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, 2 c'est la valeur de son intelligence, donc c'est comme si elle réussissait une évasion sans utiliser cette carte. Si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. C'est-à-dire que vous utilisez cette carte sur un ennemi, vous utilisez cette carte pour vous donner plus 2 à votre évasion, et si vous réussissez un test, on va dire, correspondant à votre valeur d'évasion, avec une compétence de base de 5, autrement dit, votre ennemi non élite ne se redresse pas. Donc vous lui échappez et vous en souciez un tour de moins. C'est une carte qui est très intéressante avec Finn, je trouve, pour qui ça rajoute plus 3. Mais là, avec Rita, comme elle n'a que 2 en intelligence, c'est faire un test d'évasion avec une capacité de base de 7 au lieu de 5, c'est peut-être un peu plus que nécessaire, d'autant plus que elle aura peut-être comme allié Peter Sylvestre, donc en fait elle fera pas à 7 mais à 8. Et comme elle n'a que 2 en intelligence, en fait la deuxième partie, elle n'a pas vraiment un bonus pour la deuxième partie, c'est jouer cette carte, réussissez une évasion qui est pas plus dure et pas plus facile que d'habitude, et là c'est une évasion qui sera efficace un tour de plus. Donc moi, mitigé. Tour de passe-passe, événement, coup 1, rapide à jouer lors de votre tour, mettez en jeu un soutien objet de votre main. À la fin de votre tour, si ce soutien est toujours en jeu, renvoyez-le dans votre main. Alors le tour de passe-passe, chez les truands, on y pense souvent pour des armes avec un effet d'entrée en jeu, un effet lors du tour d'entrée en jeu,
avec un effet qui dure Pardon, je reprends. Donc un effet qui ne marche que le tour où l'arme entre en jeu, ou alors une arme qui a peu de munitions. On joue tour de passe-passe, on paie pas l'arme, on utilise l'arme à son maximum, elle n'est pas défaussée, elle revient en main et on pourra la rejouer. Les survivants, jusqu'à présent, ils n'ont pas des quantités folles d'armes à munitions. Du coup, ils n'ont pas ce besoin, je pose une arme, je la vide, je la remets dans ma main et je pourrais la reposer pour la rejouer. Donc, tour de passe-passe, ça sera utilisé pour d'autres objets avec des provisions, avec des charges. Par exemple, la lampe torche. Rita, elle a que 2 en intelligence, elle va avoir du mal à enquêter, je pense qu'elle aura bien besoin d'utiliser une lampe torche a que 3 provisions. Et ben peut-être que dans la partie, à un moment donné, elle commence dans un lieu. Dans le lieu, il y a 2 ou 3 indices. Elle joue tour de passe-passe, elle pose sa lampe torche, elle utilise toutes ses actions restantes pour enquêter, et la lampe torche revient dans la main, et sur l'ensemble de la partie, ça revient à avoir économisé 1, 2, 3 charges. Voilà. Alors, je cite la lampe torche, c'est le premier truc auquel je pense, vu son intelligence. Mais ça pourrait être aussi n'importe quel autre objet avec provision. Thermos. J'ai thermos en tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pas d'exemple en tête. Mais voilà. Donc, si vraiment vous tenez à ce que Rita enquête, si vous jouez en solo par exemple, bon, ouais, 2 tours de passe-passe. 2 tours de passe-passe pour avoir la certitude, pour avoir plus de chances d'utiliser vos lampes torches à leur maximum, pour essayer d'avoir sur l'ensemble de la partie 9 utilisations de la lampe torche, ouais, pourquoi pas. Alors, trompe la mort niveau 5, pas le droit. Un atout dans la manche. Événement, coût 0 XP3 exceptionnel, donc il coûte... Enfin, XP3, non, c'est niveau 3. C'est vrai que je devrais dire niveau au lieu de XP. Niveau 3 exceptionnel, du coup il coûte 6 expériences, vous pouvez en mettre qu'un dans votre deck. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Vous avez le droit d'effectuer 3 actions supplémentaires durant votre tour. Ouais, enfin du gain d'action, c'est intéressant. Ça coûte quand même 6 XP. On peut en mettre qu'un dans son deck, donc on peut pas compter dessus. Alors un truc qui est sûr, si on a en main un atout dans la manche et je ne fuirai plus, alors là oui, tout de suite, ça peut être très intéressant. Partons toujours du principe que la première action va servir à entrer au contact des ennemis. Donc Rita entre dans un lieu où il y a plusieurs ennemis, les ennemis l'engagent, elle joue un atout dans la manche, c'est rapide, pas d'attaque d'opportunité, elle a 3 actions de plus, elle en avait utilisé une, donc maintenant il lui reste 5 actions, et voilà, elle a 5 actions pour utiliser je ne fuirai plus, elle va... Alors redresser, ils sont déjà redressés, engagés, ils sont déjà engagés. Elle a 5 actions pendant lesquelles elle va faire des tentatives d'évasion, et si tout se passe bien, elle va pouvoir infliger 5 dégâts répartis entre les différents ennemis qu'elle affronte. Alors, ah oui, bien sûr, ça se cumule, l'effet de je ne fuirai plus se cumule avec son effet à elle. Donc, imaginons qu'il y a 3 ennemis qui ont chacun 2 points de vie. Imaginons il y a 3 ennemis qui ont chacun 2 points de vie. Première action, elle entre, tous l'engagent. Pas deuxième action, mais ensuite elle joue un atout dans la manche. Elle a encore 5 actions. Elle joue je ne fuirai plus. Elle a toujours 5 actions. Première action, évasion. Grâce à je ne fuirai plus, elle lui inflige un dégât. Grâce à sa capacité, elle lui inflige un deuxième dégât. Premier ennemi, mort. Troisième action du tour, elle échappe au deuxième ennemi, elle lui fait perdre un point de vie. Quatrième action, même chose, il est mort. Cinquième action, elle échappe au troisième ennemi
6e action, elle échappe au 3e ennemi, il est mort. Voilà. Donc je ne fuirai plus. Ah oui, et au passage, comme elle fait 5 évasions, elle va 5 fois piocher un jeton du sac du chaos. Il est possible qu'elle trouve un signe des anciens. Et dans ce cas-là, plus d'une fois, elle pourra dire « j'inflige 2 dégâts lors de ma tentative d'évasion ». Mais quand même, ça demande du gain d'action, une carte à 6 d'expérience, je sais pas. Donc voilà pour Rita Young. Alors elle ne me convainc pas du tout. Alors je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je suis pas du tout convaincu. Au final, sur les 6 investigateurs, il y en a 2 pour lesquels je n'ai aucune envie particulière de les jouer. Preston et Rita. Les 4 autres m'intéressent, je les jouerai un jour ou l'autre. Probablement pas dans l'immédiat parce que j'ai encore plein de trucs à tester d'ici là. Mais les 4, je les testerai. Par contre, Rita, bof. Alors on passe maintenant aux cartes joueurs survivants. Première, chaussures de course. C'est un objet, c'est un soutien, objet, vêtements, paire de chaussures, coût 3. Limite une paire de chaussures par investigateur. Donc oui, au passage, ils mettent des chaussures, il n'y a pas d'icône, enfin, il n'y a pas d'emplacement de chaussures, mais il y a marqué limite d'une paire de chaussures par investigateur. Alors il y avait une discussion sur le forum non officiel, peut-être qu'il n'y a pas d'emplacement prévu pour les chaussures parce qu'ils ne prévoient pas d'en refaire, mais ça a une implication. Si vous avez un objet qui occupe un emplacement, par exemple l'emplacement de main, vous avez un investigateur, il a en jeu une lampe torche et une machette. Vous voulez jouer un 45 automatique, les 2 mains sont prises, et vous défaussez un objet qui occupe une main. Là, les chaussures de course, elles n'occupent pas d'emplacement, vous ne pouvez pas avoir une autre paire de chaussures en même temps, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer une autre paire de chaussures. Si un jour on a des chaussures élégantes, comme il y a un costume élégant, vous avez vos chaussures de course, vous ne pourrez pas dire « je joue mes chaussures élégantes et ça me fait défausser les chaussures de course ». Non, non. Vous avez joué les chaussures de course, vous les gardez jusqu'à la fin de la partie. Alors, vous gagnez plus en agilité, réaction, après vous être déplacé mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité de 3. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Alors, bon, 3 c'est un peu cher. Plus 1 d'agilité, ça va être intéressant pour tous les investigateurs qui jouent la technique de l'évasion. Ça va être intéressant bien sûr pour Rita Young. Ça pourrait être intéressant pour Finn qui a le double avantage, ça l'intéresse à 2 titres. D'abord parce que ça l'aidera à s'évader, et ensuite une partie de ses enquêtes, il les fera avec les outils de crochetage qui additionnent intelligence et agilité. Donc, vous avez Finn Edwards qui a 4 d'agilité et 4 d'intelligence. Il joue avec Lola Santiago qui lui donne encore plus 1 de partout, enfin plus 1 en intelligence et plus 1 en agilité. Vous lui mettez des chaussures de course, et quand il enquête avec ses outils de crochetage, il a une capacité de 11. Donc, une fois par tour, à moins de piocher l'échec automatique, et voilà, il a son indice. Et s'il est assez riche, sans dépenser d'action, juste en dépensant des ressources, Lola Santiago lui donne son deuxième indice. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc les chaussures de course, un peu chères, mais c'est très bien. Leur réaction, après vous êtes déplacé, mais avant que les ennemis de votre nouveau lieu ne vous engagent, effectuez un test de 3. En cas de réussite, déplacez-vous. Et vous allez pouvoir, grâce à cette carte, traverser entre guillemets les ennemis. Vous êtes dans le lieu A, vous voulez aller dans le lieu C. Entre les deux, il y a le lieu B, il y a un ennemi. Et vous entrez dans le lieu B. Vous faites un test d'agilité de 3. S'il est réussi, vous vous déplacez sans avoir été engagé. Donc,
Pour peu que vous réussissiez un test d'agilité, vous vous déplacez une deuxième fois sans consommer d'action. Et en plus, par rapport au cheminement, on va dire normal, vous évitez, tout simplement, vous évitez d'avoir à gérer les ennemis. Si vous avez un scénario qui est tout en longueur, par exemple le train dans l'Express du Comté d'Essex, vous êtes dans le wagon 1, vous l'allez dans le wagon 3, normalement vous êtes obligé de passer par le wagon 2 où se trouvent les ennemis. Enfin, supposons qu'il y ait des ennemis dans le wagon 2. Si vous êtes dans un scénario qui est plutôt en grille, comme... Enfin, je dis ça, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous avez le lieu A qui mène au lieu B et D, le lieu B qui mène à A, C et E, etc. Vous pourrez quasiment toujours contourner. Et là, ça vous fera gagner du temps. Alors évidemment, si vous ratez votre test d'agilité, les ennemis vous engagent et vous ne vous déplacez pas, vous restez dans le lieu et vous êtes engagé. Donc faut quand même être sûr de son coup. À noter, je suis en train de réfléchir. Ah tiens, quelque chose d'intéressant dans la FAQ, la réaction ne nécessite pas qu'il y ait des ennemis. Autrement dit, vous êtes dans le lieu A, vous entrez dans le lieu B, il n'y a pas d'ennemis, et vous pouvez faire votre test d'agilité, vous vous déplacez une deuxième fois. Oui, donc en fait, c'est vraiment la possibilité, une fois par tour, de vous déplacer 2 fois en une action. Donc, une très bonne carte à partir du moment où vous avez une bonne agilité. Action désespérée, événement, coup 0, 2 icônes de force, c'est intéressant. Tactique, alors tactique, donc on pourra le mettre dans le deck de Mark Harrigan. Stratagème. En tant que coup supplémentaire pour jouer action désespérée, choisissez défausser de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Combattre, vous gagnez plus X force, infligez plus un dégât pour cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Alors, moi j'aime bien l'illustration, c'est « Ah mince, j'ai plus de munitions dans mon fusil, je vais utiliser mon fusil comme si c'était une matraque. » Alors, vous allez combattre. Vous devez défausser de votre main ou du jeu, donc vous avez le choix, un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Donc ça pourrait être une arme, ça pourra être une lampe torche, ça pourra être divers objets qui potentiellement ne peuvent plus être utilisés. Vous avez plus de provisions dans votre lampe torche, vous avez plus de munitions dans votre arme. C'est un objet qui actuellement ne vous sert à rien. Vous allez en faire quelque chose. Deuxième aspect, il est possible que vous ayez envie de défausser un objet. Certains objets, quand ils sont vides, ils se défaussent automatiquement. D'autres ne se défaussent pas. La lampe torche, elle est vide, vous ne pouvez pas la défausser, vous ne pouvez pas choisir de la défausser. Vous avez dans une main la hache d'incendie, dans l'autre la lampe torche. Si vous voulez défausser la lampe torche, il faudra jouer quelque chose qui occupe un emplacement de main. Avec cette carte-là, vous défaussez votre lampe torche. Est-ce que c'est intéressant de défausser un objet? Ça peut être intéressant pour récup. Récup, c'est un soutien qui dit « Après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. » Voilà, vous combattez vous faites une action désespérée sur votre lampe torche, donc vous défaussez votre lampe torche, et la prochaine fois que vous réussissez suffisamment bien une enquête, vous remettez votre lampe torche dans votre main. Et vous rejouez votre lampe torche, et d'ailleurs, votre lampe torche vous aidera à mieux enquêter, et donc vous aidera à activer la récup pour récupérer plus tard un autre objet. Un autre effet même, c'est William Yorick. Après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coût. Voilà, action désespérée, vous défaussez un objet qui prend un emplacement de main, il va dans la défausse, vous arrivez à vaincre l'ennemi, vous jouez ce soutien. Alors,
Donc pour combiner les deux, il faut que ça soit un objet, et il faut qu'il occupe un emplacement de main. Autre remarque, en cas de réussite, si le soutien choisi était dans la zone de jeu, vous gagnez 5 ressources. Donc que ça soit pour Récup ou pour William Yorick, quand on utilise action désespérée, alors il faut réussir il faut réussir l'attaque, mais action désespérée permet de gagner les ressources qui vont servir à reposer cet objet. Si vous jouez les survivants n'ont pas forcément beaucoup de ressources, c'est encore plus vrai si vous jouez dans un archétype cacher son jeu. Vous jouez cacher son jeu, vous vous installez, comme on dit. Vous avez une hache à incendie dans une main, une lampe torche dans l'autre. Et à un moment donné, vous allez, au lieu de combattre avec votre hache à incendie, vous utilisez une action désespérée sur la lampe torche. Si vous réussissez votre attaque, qui va avoir plus 3 en force, qui va infliger plus 1 dégât, donc c'est ce qu'on veut d'une attaque, infliger 2 dégâts à la fois, vous regagnez 3 ressources. Avec 3 ressources, vous allez pouvoir jouer, par exemple réessayer ou réessayer, vous allez jouer essayer et réessayer, ou alors vous allez rejouer votre lampe torche, ou vous allez jouer un soutien, un événement. C'est une façon de récupérer rapidement des ressources. Bon, en plus de ça, encore une fois, il y a 2 icônes de combat, c'est toujours intéressant. Alors, dans les critiques, ils disent que... Alors, dans les critiques, si on utilise je reprends. Dans les critiques, ils indiquent donc que Mark Harrigan peut l'avoir, c'est une carte tactique. Comme c'est une tactique, il peut mettre la carte sous sans tenir au plan, et il peut utiliser ça, pour si Mark Harrigan combat avec une arme qui est très chère, comme le fusil à éclair ou le M1918 BAR, il va récupérer sa mise. Voilà, alors bien sûr la 3e carte du pack, c'est la compétence. Alors je ne vais pas tout refaire en détail, ce coup-ci les icônes c'est force et agilité, et c'est lié au nombre d'objets que l'on a en jeu. 2 objets ou moins, 2 icônes de force et 2 icônes d'agilité. 1 objet ou moins, 3 icônes de force et 3 icônes d'agilité à la place. Bon, force pour le combat, ok. Agilité pour l'évasion, ou pour combattre en utilisant son agilité. Pour certains investigateurs, par exemple Wendy, qui peut avoir des cartes truands, ça pourrait être un énorme boost d'enquête, mais bon, je crois qu'elle est déjà bien placée. Quand même, idéalement, pareil pour cette carte, on veut avoir un seul objet. Et les objets, ça va quand même pas mal dépendre. Si vous jouez en solo, c'est quand même assez probable que vous ayez un objet pour le combat et un objet pour l'enquête. Si vous jouez un investigateur spécialisé, alors ok, peut-être vous jouez un survivant spécialisé combat, et comme unique objet, il a sa hache à incendie. Pourquoi pas ? Là, le tempo, je trouve le tempo est plus difficile à analyser que pour les autres, parce que autant le gardien, oui, au fil de la partie, vous allez probablement perdre en santé mentale, du coup la carte est de moins en moins bonne. En chercheur, il va falloir le temps de garnir sa main, et ensuite il faudra arriver à un stade où on est à l'équilibre, on utilise autant de cartes qu'on en pioche. Pour le truand, il va falloir le temps d'avoir ses 10 ressources en jeu, et ensuite il va falloir s'assurer d'être à l'équilibre. Pour le mystique, c'est un peu cyclique. Le nombre de fatalités augmente, puis repasse à 0, puis augmente, puis repasse à 0, etc. etc. Là, pour le coup, alors évidemment, si vous jouez cette compétence avant d'avoir posé le moindre soutien, vous avez 3 icônes de chaque, parce que vous n'avez encore rien en jeu. Mais ensuite, je pense que ça dépendra énormément
ça dépendra énormément de la construction, et vous pouvez avoir une carte qui a exactement le même effet du début à la fin de la partie. Si vous jouez un survivant combattant qui a une hache à incendie et qui a rien d'autre, et ben toute la partie vous aurez 2 fois 3 icônes. Si vous avez un survivant polyvalent, et ben vous commencez avec en jeu, je sais pas, en jeu juste la lampe torche, et puis à un moment donné vous mettez la hache incendie, et ensuite pendant probablement toute la partie vous aurez votre hache incendie et votre lampe torche. Éventuellement, si lampe torche est vidée, vous en mettez une autre, puis vous remplacez par le journal. Si vous en avez la possibilité, vous remplacez par les outils de crochetage. Mais si votre deck prévoit d'utiliser 2 objets, vous aurez 2 objets autant que possible. Alors on peut noter qu'Action désespérée permet justement de redonner de l'efficacité à cette carte. Vous avez dans une main la hache incendie, dans l'autre main la lampe torche. Actuellement, cette carte-là a 2 icônes de chaque. Vous utilisez Action désespérée pour combattre en défaussant la lampe torche. Vous vous donnez plus 3 combats. Et l'action suivante, vous pouvez jouer en pleine forme. Vous n'avez plus qu'un objet. Et c'est de nouveau une compétence avec 3 icônes de chaque. Donc ça c'est une carte, moi j'ai quasiment jamais joué les survivants, mais ça c'est une carte que je verrais plutôt dans un deck survivant basé à fond sur les événements. Avec l'idée, j'ai un minimum de soutien en jeu, en tout cas un minimum d'objets en jeu, et je fais tout à coup d'événements. Vu les icônes, Wendy est très bien placée. Wendy en plus, par sa capacité spéciale. Donc Wendy, pour rappel, non, j'ai jamais fait de vidéo où j'en parlais. Elle peut défausser des cartes de sa main pour annuler les effets de pion KO et en révéler un autre à la place. Elle a aussi une amulette qui permet de jouer l'événement en haut de sa pile de défausse comme s'il était dans la main. Et cet événement qui a été joué sera remis sous le deck au lieu d'être mis dans la pile de défausse. Donc Wendy, elle a une carte signature qui l'incite à jouer beaucoup d'événements. Enfin, elle a une carte signature qui lui permet de rejouer l'événement qui est le plus en haut de sa pile de défausse. Elle a une capacité spéciale qui lui permet de défausser des cartes de sa main pour changer le jeton KO. Donc, si elle a même si elle n'a pas encore l'amulette en jeu, mais sachant qu'il y a l'amulette dans le deck, il y a une incitation à ce que les cartes défaussées soient des événements. Donc Wendy, on peut éventuellement envisager de faire un deck avec très peu de soutien et beaucoup d'événements. Mais le problème, ça j'y avais pas pensé quand j'ai commencé à parler de Wendy, c'est que assez logiquement son amulette c'est un objet. Donc Wendy, ça m'étonnerait quand même qu'elle puisse jouer avec aucun autre objet. Alors elle peut toujours essayer de faire kaku d'événements, mais non, même Wendy, elle aura sûrement sa hache d'incendie. Elle a son amulette. Si elle veut avoir l'amulette, il faudra à un moment donné... Pardon. Oui, donc Wendy a tout intérêt à utiliser en pleine forme. Elle est biclassée survivant et truand. Elle va avoir intérêt à toutes les cartes. Enfin, elle va avoir à combattre. Elle peut être amenée à combattre en utilisant son agilité. Elle peut utiliser son agilité pour les outils de crochetage. Elle peut jouer plutôt l'évasion. Et on peut... Alors, un objet ou moins... Moi, jouer sans aucun objet en jeu, j'ai du mal à voir ça. Jouer avec un seul objet en jeu, pourquoi pas, mais probablement elle aura son amulette et un autre objet. Alors, si un jour quelqu'un arrive à faire un deck Wendy avec l'idée je pose mon amulette et je joue que des événements et des compétences, ou même quelques soutiens mais qui sont pas des objets, je serais curieux de voir ça. Je sais pas moi, Wendy avec en jeu loup solitaire,
cacher son jeu. Puis ensuite, voilà. Non, il faudra quand même qu'elle ait son amulette. Mais ensuite, à coup d'événements, tous les événements qui sont utilisables depuis la défausse, faire avec les moyens du bord, celui qui fait pour l'évasion et arme improvisée, tous les autres événements qui permettent d'infliger des dégâts de combattre, ouais, bon. Bon, donc au final, en pleine forme, intéressant, mais ça sera dur de l'utiliser à son plein potentiel, me semble-t-il. Et maintenant, le tarot. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je dis juste que c'est ce qui change. Plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Bon. Et ben, ça donne envie d'en mettre 2 dans les decks Calvin Wright. Parce que Calvin, avec ses 6 de vie et 6 de santé mentale, plus il est blessé physiquement et mentalement, plus il est puissant, mais avec 6 et 6, on essaie rapidement de le monter à 3 puis à 4, on le monte à 5 quand on arrive au combat final, mais on est toujours tangent. Et ben là, on peut avoir les mêmes caractéristiques en étant un peu moins tangent. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Pour les autres investigateurs, est-ce que c'est intéressant ? C'est plus 1 de vie et plus de santé mentale. Aucun bonus de caractéristiques, mais un gain appréciable. Alors, un deck peut-être dans lequel ça n'a strictement aucun intérêt, c'est pour les gens qui utilisent William Yorick avec manteau de cuir et précieux souvenirs, et dont la logique est de dire je combats, j'encaisse un maximum de dégâts ou d'horreur avec manteau de cuir et précieux souvenirs. Dès que le tampon est épuisé, hop, il part à la défausse. Et dès que j'ai vaincu un ennemi, je le remets en jeu sans rien payer. Et ben là, d'après ce que disent certains joueurs, William Yorick, s'il arrive à cycler entre le jeu et la défausse son manteau de cuir, son précieux souvenir, il n'a jamais de problème de santé et de santé mentale, du coup le 5 de denier n'est probablement pas utile. Bon ben voilà, c'est tout pour les survivants. Donc si je résume, les chaussures de course, c'est super, c'est du gain de tempo. Déjà ça permet de se déplacer plus vite, ça permet aussi d'éviter d'avoir à gérer certains ennemis. On peut entrer dans un lieu où il y a des ennemis, et si on réussit son test, on traverse sans être engagé. Action désespérée. Action désespérée, c'est très bien. C'est un objet inutile. On va tirer quelque chose d'un objet qui était inutile juste avant. On va éventuellement se donner la possibilité de rejouer cet objet-là, si on est dans un deck récup ou dans un deck William Yorick. Et sinon, on a toujours le fait qu'on récupère des ressources. Donc je pense que ça entrera bien dans les decks récup, avec l'idée, l'objet épuisé, je le jette pour combattre, puis je le récup. Et ça va aussi être intéressant dans les decks cacher son jeu. En début de partie, on dépense des ressources pour s'équiper, et quand un objet est... Comme on est dans un jeu cacher son jeu, dans un deck cacher son jeu, on essaie d'avoir au bon moment 0 ressources pour activer cacher son jeu. Et là, ça va être par exemple, dans l'immédiat, j'ai besoin de combattre, pas d'enquêter. Je jette ma lampe torche, je récupère 3 ressources que je peux utiliser avec la hache à incendie. Je me donne plus 6 en combat. Je me donne plus 6 en combat, j'ai mon plus 1 de cacher son jeu. Voilà, je fais une attaque avec plus 7. Alors, certes, j'ai plus ma lampe torche, mais encore une fois, il est tout à fait possible qu'on approche de la fin du scénario, il n'y en a plus besoin. Voilà, donc, une très bonne carte. Et aussi intéressant pour Mark Harrigan, si vous faites un Mark Harrigan avec des armes à feu. Voilà, une arme à feu n'a plus de munitions, et vous l'achetez, vous récupérez des ressources, et ces ressources-là vous permettront peut-être de jouer la deuxième copie de cette arme.
En pleine forme, moi comme ça je dirais que c'est la compétence qui demandera de tout le deck, enfin qui demandera un deck vraiment conçu pour ça. Pour avoir la carte à sa pleine efficacité, il faut avoir un seul objet. Donc par exemple une arme et rien d'autre, ou une lampe torche et rien d'autre, ou dans un Wendy, outil de crochetage et rien d'autre. Alors lampe torche et rien d'autre, elle va vite se vider. Outil de crochetage, bon on l'utilise qu'une fois par tour. Une seule arme, à la limite ça passe. Donc dans un deck de survivants combattants qui a un style de deck qui lui permet de n'avoir qu'un seul objet en jeu. William Yorick, par exemple, il aura son manteau de cuir et son précieux souvenir. Commode survivant, qui a d'autres? Wendy, elle aura probablement son amulette et autre chose. Donc bon, ça va être très... Ça va demander un deck spécifique pour ça. Et le 5 de denier, plus 1 vie, plus 1 de santé mentale, ça paraît évident pour Calvin. Et voilà, sinon, ça paraît évident pour Calvin, ça paraît très peu, enfin ça paraît être de la perte d'espace dans le deck pour William Yorick s'il arrive bien à recycler ses précieux souvenirs et ses manteaux de cuir. Et sinon, plus un vide, plus un de santé mentale, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle était intéressante comme les autres. Et puis je vais enchaîner dans la prochaine vidéo sur les cartes neutres. Allez, bonne journée!